National du journalisme, M. Abdeslam Zaoui, Monsieur le directeur général de la radio algérienne, M. Mohamed Barali, M. Mokhtar Sila, notre invité, expert international et homme de médias, honorable assistance, je vous souhaite la bienvenue dans cette école qui nous a tous enfantés, si je peux dire ainsi, pour prendre part aujourd'hui à cette conférence organisée dans le cadre des initiatives et programmes de la radio algérienne, pour la promotion et l'accompagnement d'un événement planétaire, d'un événement qui n'est pas des moindres, le 7e sommet des chefs d'État de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu, comme vous le savez, du 29 au 2 février. Si nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle, tout le mérite revient d'abord à la radio algérienne, à l'École nationale du journalisme. Cet espace de débat est le fruit d'un partenariat fructueux entre la radio algérienne et l'École nationale du journalisme. L'École de journalisme nous ouvre aujourd'hui ses portes et celle de la radio reste également ouverte au profit des étudiants, au profit du savoir. Merci à notre éminent professeur, M. Benzaoui Abdeslam, pour tout ce que vous avez donné à la profession. J'étais un ancien élève, votre ancien élève. Merci pour l'accueil et la collaboration avec la radio algérienne pour l'organisation de la conférence intitulée Enjeux médiatiques et développement en Afrique. Je vous donne la parole, M. Benzaoui, pour un mot de la bienvenue. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier mon ami, le directeur général de la radio, M. Mohamed Barali, pour le soutien qu'il donne à l'école. Nous ne sommes pas à la première expérience, à la première rencontre. Ce partenariat est très fructueux et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous M. Mokhtar Sila, qui est expert média africain d'un pays frère qui est le Sénégal. Il va vous parler de son expérience. C'est une expérience d'une quarantaine d'années dans les médias, mais aussi dans le parcours universitaire. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tout le staff de la radio, M. Azeri, directeur de la chaîne 3, Mohamed Sayem, notre ami de la chaîne 1, donc toutes les stations radio qui sont ici. Bienvenue à mes collègues aussi qui sont là. Bienvenue aux étudiants. Et aujourd'hui, vous avez une chance inouïe. C'est qu'on a toujours encouragé, si vous voulez, au-delà des fondamentaux qu'on vous donne à l'école, on a toujours encouragé cette proximité avec les gens qui font les médias. Et là, je vois beaucoup de mes étudiants de la filière géopolitique des médias. Et là, vous avez un sujet pratiquement pur et dur de la géopolitique des médias, qui est les enjeux médiatiques. Les enjeux médiatiques et le développement en Afrique. C'est une occasion inouïe. Vous allez profiter un peu de l'expérience d'un grand universitaire africain et aussi d'un homme de terrain, des médias. Moi, je tiens à dire un mot, c'est que nous avons tendance souvent à regarder vers le côté nord, à regarder l'Europe, mais je dis à mes étudiants que les enjeux futurs qui nous interpellent sont les enjeux africains. Et l'Algérie, comme on a toujours dit, c'est un triangle avec trois côtés, mais un côté qui est au Moyen-Orient, un côté en Méditerranée, mais l'angle, si vous voulez, le côté le plus profond, qui va au fond, c'est le côté qui va vers l'Afrique. Nous sommes un pays africain, il y a des enjeux médiatiques et de développement qui se déroulent en Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, on a cette chance, ne fût-ce que pour un moment, de débattre de ces enjeux. Je vous remercie encore une fois et merci beaucoup, cher. Encore une fois, M. Benzaoui, merci pour l'accueil. Vous avez parlé d'enjeux africains et quand on parle du sous-sol africain, personnellement, un nom me revient à l'esprit. Vous le connaissez peut-être tous. Il s'agit de Mansa Moussa, qui a bâti l'empire du Mali au XIVe siècle, qui est cité comme l'homme le plus riche de tous les temps. Ceci dit, que notre cher continent est aussi riche, que l'on pensait riche par son sous-sol, par sa jeunesse et par son élite. Mais il y a toujours un mais, l'économie africaine bat de l'aile aujourd'hui. La prédation des multinationales
et les plans d'ajustement structurel sont à l'origine d'un retard de développement en Afrique. Selon bon nombre d'experts, le continent doit s'émanciper de la domination et à travers un plan et des stratégies de transformation locale des matières premières. Ceci dit, notre matière première sera transformée en Afrique et cela va créer de la richesse pour le continent africain. L'Algérie, si on prend l'Algérie comme exemple, ou bien le modèle économique de l'Algérie qui a bâti sa propre économie ces dernières années, son propre modèle économique, c'est l'Algérie panafricaniste qui n'a ménagé aucun effort pour concrétiser l'intégration africaine. L'intégration africaine, c'est une Afrique unie économiquement et politiquement et diplomatiquement aussi. L'intégration africaine, les chiffres à l'appui, l'Algérie a déboursé récemment 1 milliard de dollars pour l'Afrique. L'Algérie a créé des zones franches pour 5 pays africains. Et l'Algérie finance aussi le méga projet de la transsaharienne qui va contribuer à désenclaver plus de 400 millions d'habitants. C'est un projet qui sera bénéfique à toute la région subsaharienne et sahélienne. Ça va sécuriser aussi cette région qui souffre des affres, des terrorismes, des conflits intercommunautaires et j'en passe. L'avenir du monde aujourd'hui, selon des experts, c'est l'Afrique. Et cette Afrique est dans l'obligation de transformer, comme je le disais, ses matières premières pour tourner la page de l'inquiétante dépendance économique et surtout réussir la transition énergétique. C'est un défi énorme qui se dresse devant notre continent. Une question se pose, que peut-on apporter en tant que média pour faire de ce rêve une réalité? Comment porter et faire entendre la voix d'une Afrique qui se cherche, d'une Afrique qui s'affirme aujourd'hui? Il est parmi nous, directeur général de Label Média, 40 ans d'expérience professionnelle, publique et privée, nationale et internationale, dont 31 ans de direction générale à TV5 Afrique. Je peux le dire autrement, il était l'ambassadeur des journalistes africains en Europe, membre du comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion, auteur de 2 ouvrages. Notre invité, notre doyen Mokhtar Sylla, vous avez par le passé brillamment dit, je cite, exploitant ses ressources spécifiques au continent, l'Afrique. En exploitant ses ressources spécifiques au continent, l'Afrique peut contribuer à résoudre les différents conflits qui secouent le monde. Enjeux médiatiques et développement, l'auteur de l'Afrique à l'ère de la télévision mondiale en sait beaucoup. Je vous invite, Monsieur Mokhtar Sylla, à éclairer ma lanterne et celle de toute l'assistance. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je rends grâce à Dieu d'avoir cet énorme privilège d'être aujourd'hui ici, en terre algérienne, devant vous, avec mes confrères, avec la génération montante, pour m'entretenir, pas pour éclairer vos lanternes, mais juste échanger, partager, dans un pays qui est ce que je considère une locomotive africaine, dans un pays qui aujourd'hui, je pense, se cache derrière une certaine timidité, mais déploie des efforts extrêmement importants pour l'ensemble du continent. Monsieur le directeur, cher docteur Benzaoui, monsieur le directeur général de la radio algérienne, monsieur Salah, chers confrères, madame Fatima Zora et tout le corps enseignant, chères étudiantes, chers étudiants, je voudrais vous saluer chacun, chacune, en vos noms, grades et titres. C'est un véritable plaisir pour le fils d'enseignant que je suis, qui a enseigné des gens comme le président Abdoulaye Wade au Sénégal, comme le premier ministre Habib Thiam, qui a été le premier intendant du lycée de l'Afrique indépendante, d'être là dans un amphithéâtre qui est un endroit que je connais pour avoir été au début de ma carrière un enseignant. Vous connaissez un peu la légende d'Obélisque,
Obélisque qui est tombé dans la soupe et qui est devenu cet énorme personnage. Je suis tombé dans la soupe médiatique il y a 42 ans, 43 ans pratiquement, sorti fraîchement des grandes écoles, Hippocagne en France, des écoles supérieures qui préparent aux classes de littérature, en ayant un doctorat en lettres, en anglais et juriste. Il fallait à l'époque un journal télévisé, un journal radio à la radiodiffusion télévision du Sénégal, ex-ORTS, parce qu'il y avait une confédération entre le Sénégal et la Gambie. Il fallait quelqu'un qui parle anglais. On est allé me chercher à la faculté. J'avais 25 ans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cet univers extraordinaire, mouvant, innovant, qui est l'univers de la communication et des médias. Donc, comme Obélisque, je suis tombé dans la soupe, mais cette fois-ci dans la soupe des médias. Nous parlons aujourd'hui d'enjeux médiatiques et de développement en Afrique. Je partirai d'un postulat et d'un préjugé. Mon postulat, mon préjugé, c'est que le développement et le capital le plus important que l'Afrique a en possession, c'est le capital humain. Nous en avons ici la preuve dans cette école, qui est une école, je pense, d'excellence, où la sélection est très rigoureuse. Je me félicite qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes qui soient là, de jeunes filles qui soient là, parce qu'elles sont importantes et que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. On aurait vu l'inverse avec beaucoup de gens comme nous et une minorité de femmes. Pour celui qui, partout où il est passé, a pratiquement 63 à 65% de son personnel, y compris de direction, était féminin, c'est un grand honneur et un grand plaisir de voir la composition de cette assistance. Ce que je dis, le capital humain est quelque chose de fondamental. Et l'Afrique, l'une des premières richesses du continent, c'est le capital humain. La finalité de tout ce que nous faisons, c'est l'homme, dont Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, disait que l'homme était au début, à la fin du développement. Moi, je dis l'homme est au début, au centre, à la fin, partout dans le développement. Le continent africain compte aujourd'hui 77% de jeunes qui ont 35 ans et moins. C'est ce qui a conduit la Deutsche Welle à faire un programme qui s'appelle 77%, qui est un programme dédié à la jeunesse africaine, qu'il tourne un peu partout dans tous les pays, en version anglaise et la version française depuis bientôt 2 ans. La Deutsche Welle le fait en collaboration avec le groupe que je dirige. Donc, l'Afrique est un grand pays d'abord par son capital humain, qui est la finalité. L'Afrique est un grand pays également par sa superficie. Et ce n'est pas à l'Algérie que je dirais l'importance d'avoir un territoire énorme. L'Algérie, je pense, est le plus grand pays du continent par sa taille, mais il l'est également sur d'autres aspects sur lesquels je reviendrai. Les questions vraiment importantes aujourd'hui sont que l'Afrique dispose également du potentiel naturel le plus important. Quand vous parlez d'or, vous parlez de pétrole, vous parlez de diamants, vous parlez de cobalt, vous parlez de manganèse. L'Afrique est le continent de toutes les richesses. Et le paradoxe, c'est comment un continent qui a toutes ses facultés, qui a toutes ses ressources naturelles, en est réduit aujourd'hui. Dans les systèmes internationaux, dans les médias internationaux, à cette sorte de portion congrue en disant l'Afrique sont les misères, sont les guerres, c'est l'absence de démocratie, c'est la pauvreté, c'est un environnement pollué, etc., etc., etc. Comment nous n'arrivons pas à capitaliser à partir de nos richesses, à partir de ce potentiel que nous avons qui est multiforme dans tous les domaines aujourd'hui, et que l'Afrique également est cette sorte d'un peu de pourvoyeuse de richesses pour d'autres continents. Regardez, beaucoup de pays africains, je pense au Ghana, je pense à la Côte d'Ivoire, produisent du cacao. Mais aucun de ces pays ne produit des tablettes de chocolat ou des produits dérivés du chocolat. Il faut que ça aille en Europe, dans la petite Suisse miniature, dans cette Suisse qui n'a aucune plantation de cacao, mais qui est devenue une sorte un peu pratiquement de carrefour incontournable pour tout ce qui concerne la confiserie et tout ce qui concerne l'industrie chocolatière. On peut prendre d'autres exemples. L'Afrique avec ses forêts, qui produit beaucoup de bois.
Mais derrière les meubles, les chaises, tout ce qui est bois que nous retrouvons dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos espaces publics, ne proviennent pas du continent. Très souvent, ça peut venir de la Chine, qui transforme. Alors qu'on se rend compte que dans des pays comme les États-Unis, les maisons en bois coûtent plus cher que les maisons qui sont en dur, qui sont en béton, etc., en briques et autres. Donc, il y a un véritable paradoxe aujourd'hui en Afrique, qui fait que le continent a des richesses extraordinaires, mais on fait table rase dessus. On n'en parle pas. On ne parle pas des scandales. On ne parle pas des flux financiers illicites. Et on est réduit un peu à cette vision véritablement apocalyptique du continent. On se dit, voilà, c'est le continent de toutes les hégémonies, de toutes les misères. Et voilà, c'est cette Afrique qui ne se développe pas, qui a ses problèmes, qui est en retard, et qui a fait dire d'ailleurs à un président français que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire. Lui, il est rentré dans l'histoire, et dans l'histoire la plus récente, je pense qu'il faut lui dire bravo, parce qu'il a des démêlés avec la justice, qu'il faut comprendre que l'histoire ne se réduit pas à des petites loupes, à des petits microscopes déformants que l'on veut mettre en exergue et que l'on veut mettre sur ce continent. Le véritable défi aujourd'hui que nous avons pour le continent, c'est le défi de la transformation. Il y a quelques années, j'avais le privilège, en étant donc au Gabon, d'accompagner le chef de l'État gabonais. Et nous étions au 4e sommet de la TICAD au Japon. Il avait fait sa déclaration en disant « Prenons l'engagement ici et maintenant que plus aucun produit ne sortira du continent sans au moins une première transformation. » Et c'est ça l'une des questions fondamentales. Comment peut-on être des producteurs de coton, l'un des plus grands pays du continent, qui a le plus grand potentiel d'exportation de coton, et être obligé, pour tout ce qui concerne le textile, de le prendre de l'extérieur, à part peut-être l'île Maurice, qui a quelques industries textiles, quelques pays par-ci, par-là, mais sans attendre cette masse critique, cette masse suffisante. Comment peut-on avoir toutes ces forêts, avoir du bois, et nous contenter à exporter des billes de bois? L'une des premières mesures à l'époque prises au Gabon était d'interdire l'exportation des grumes de bois et d'arriver au moins à une première transformation. Aujourd'hui, on est à une 3e transformation. Au niveau de la croissance et au niveau d'ailleurs du produit intérieur brut, là où le bois ne représentait pratiquement rien parce qu'il y avait, ça veut dire, cette malédiction ou cette bénédiction du pétrole qui était la ressource principale, aujourd'hui, c'est 9% au Gabon. Donc, des exportations qui viennent du bois. Les emplois ont été multipliés par 3. On est passé aujourd'hui, en 2022, de 10 000 à 30 000 emplois, notamment des jeunes et des emplois très spécifiques. Donc, pour montrer toute l'importance, lorsque l'on prend les décisions, bonnes décisions politiques, de transformer nos produits, de transformer nos richesses localement, de les exporter, d'avoir de la plus-value. Ça, ce sont ce que les économistes appellent les chaînes de valeur. Vous prenez un domaine déterminé et vous voyez comment vous constituez une grappe et comment vous construisez toute une industrie autour. Si on prend l'exemple de l'Allemagne aujourd'hui, on parle des véhicules, BMW, Mercedes, Volkswagen, etc. C'est parce qu'ils ont su, autour d'une grappe automobile, créer toute une industrie. Parce que l'autre, vous mettez l'industrie automobile, ce n'est pas seulement la mécanique. Il y a des véhicules qui sont en cuir, il y a des sièges qui sont quelquefois en textile. Vous avez du bois, quelquefois de la boiserie sur votre tableau de bord. Vous avez besoin d'avoir des dispensaires parce qu'il y a des employés, des ouvriers qui travaillent là-bas. Vous avez besoin d'avoir des écoles. Vous avez besoin d'avoir un ensemble de commerces, etc., de services. C'est ça qui permet de faire le développement. Et donc, ce que je dis dans ce domaine très précis peut s'appliquer également dans d'autres domaines. Dans le domaine de l'innovation, de manière générale. Je suis quelqu'un, je le montrais tout à l'heure à notre ami Mohamed d'Ifriqiya. Tous les jours, je fais ce qu'on appelle la veille éditoriale et je fais ce qu'on appelle les critères, qui sont des messages qui passent sur le bas de l'écran, qui touchent à l'Afrique. Moi, j'ai un parti pris extrêmement ferme. Je ne traite que de l'Afrique. Je traite du reste du monde de la même manière qu'ils traitent de nous, en 1 minute 30, en mettant le doigt là où ça fait mal. C'est le retour de l'arroseur arrosé, retour à l'envoyeur, c'est l'effet boomerang. Donc, quand on prend, effectivement, au niveau du numérique aujourd'hui, l'Afrique est le continent où le numérique se développe le plus rapidement.
on a aujourd'hui plus de 500 millions d'abonnés à la téléphonie unique, à la téléphonie mobile. Toutes les études qui prévoyaient que oui, l'Afrique, ça se passerait très lentement, ils n'ont pas le pouvoir d'achat, ils ne pourraient pas acheter, etc. Dans les villages et les coins les plus reculés aujourd'hui, cela se passe. Et j'ai eu cette expérience-là parce qu'à un moment, j'ai dirigé la société qui s'appelle Africa Online, il y a quelques années, quand j'ai quitté TV5. Africa Online au Kenya. Africa Online était à l'époque le leader de l'Internet en Afrique. C'est au Kenya qu'est né le M-Pesa. Le M-Pesa, c'est le système de paiement mobile. C'est né au Kenya, en Afrique. Et c'est parti de préoccupations locales. Parce que lorsque vous avez un cousin qui est dans un village reculé, qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a pas de carte bancaire, que vous devez payer ses études, lorsque vous avez une grand-mère qui a besoin d'acheter des médicaments, qui est également dans un autre village, par ailleurs, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un chèque ou qu'est-ce que c'est qu'un compte bancaire, il fallait trouver les moyens d'envoyer de l'argent et que cet argent soit disponible tout de suite. C'est comme ça qu'est né au Kenya le M-Pesa. C'est l'Afrique qui a inventé le paiement mobile. Ça, on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, toutes les banques, tout ce qui est établissement financier qui a pignon sur rue, effectivement, utilise ces moyens de paiement. Et là, il y a 2 jours, le président du Ghana, lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba, a prôné pour qu'il y ait une mise en œuvre d'un système d'interopérabilité de la téléphonie mobile partout en Afrique. Cela veut dire quoi? Avec votre numéro d'ici, d'Alger, vous allez dans n'importe quel pays africain, vous pouvez avoir un réseau sur le même opérateur sans qu'il y ait des surcoûts, etc. Donc ça, ce sont véritablement des challenges. Lorsque je fais également cette veille, je me rends compte qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas 5, 6 ou 7 innovations en Afrique, parmi celles qui sont répercutées et répertoriées et renvoyées par les grandes agences et quelquefois quelques agences nationales. Et là également, c'est une interpellation. Nous sommes trop dépendants des agences internationales. Pour avoir des nouvelles de l'Algérie, c'est par l'AFP, Reuters, que c'est AP, que sais-je encore, au lieu d'avoir l'information directement, alors que nous avons aujourd'hui, dans chaque pays africain, il y a, dans la plupart, il y a des pays qui ont entre jusqu'à... La RDC, c'est plus de 200 chaînes dites de télévision, même si c'est dans de petits hangars ou de petites cuisines qu'on dit qu'on fait des chaînes de télévision. Aujourd'hui, à l'époque, je faisais un ouvrage qui s'appelait « L'Afrique, le paria du village planétaire, l'Afrique à l'heure de la télévision mondiale ». C'était en 1994. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 chaînes de télévision en Afrique et signaux de télévision au moins. Donc, nous avons cette masse critique. Comment se fait-il alors que nous ne puissions pas échanger, que nous soyons vraiment redevables et tributaires de ce qui se fait par les grandes agences internationales, qui quelquefois font des choses absolument biaisées? Si on prend la question palestinienne aujourd'hui, le traitement qu'ils en font, au mépris de toutes les lois universelles, de tous les principes des Nations Unies, si nous prenons cet exemple-là, où on vous envoie dans les dépêches que ce sont des terroristes, que c'est une réponse à des terroristes palestiniens, etc., nous, dans notre langage, dans notre vécu, dans nos convictions, il n'y a pas de terroristes palestiniens. Il y a des combattants de la liberté. Et au nom de la facilité, nous prenons les dépêches, nous réaffirmons, nous réattirons comme ça, sans prendre le recul et l'analyse nécessaires. Donc, nous sommes formatés. Et ce formatage également se traduit au niveau culturel. Tout à l'heure, ce matin, je regardais une émission que notre frère Alain Foka, qui a quitté RFI, m'envoie pratiquement au quotidien. C'est une émission qui parle du blanchiment de la peau, des produits éclaircissants. C'est près de 26 000 milliards de dollars par an que ça coûte au continent, au nom d'un complexe. Au nom d'un complexe qui fait qu'aujourd'hui, et ce complexe, il est né du fait des médias qui vous montrent, vous choisissez, vous prenez les enfants, vous leur montrez entre la poupée noire, la poupée blanche, c'est la poupée blanche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le noir, c'est le mauvais. Après, on quitte cela, les préjugés, les stéréotypes, c'est comme ça. Une fois qu'on a réglé la question des noirs, on dit c'est l'arabe. Dès qu'il y a un truc comme ça, tout en France, où j'ai vécu pendant plus de 18 ans, ce sont les arabes, ainsi de suite. Puis après, on va passer aux juifs, puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, véritablement, il y a des enjeux culturels, des enjeux psychologiques qui sont fondamentaux, où il nous faut absolument nous réapproprier notre propre narratif, être les créateurs de notre propre histoire, qui s'écrit au quotidien, qui s'écrit également en recourant au passé, en revisitant notre histoire, en montrant notre géographie, en montrant nos potentialités. Et cela a des effets. Rien dans ce monde n'est gratuit.
Les modes de domination traditionnels qui passaient par les armes passent aujourd'hui par une arme qui est plus insidieuse. Et c'est là le véritable terrorisme. Il est culturel, il est psychologique, il est médiatique. Et ça, au nom de la... Parce que les modes de domination changent, ne peuvent plus être les mêmes. Donc, il nous faut absolument avoir une claire compréhension des enjeux. Il faut que nous soyons fiers de restituer notre environnement, de parler de ces innovations, de montrer nos success stories. Ces success stories, ce ne sont pas les intellectuels que nous sommes ici dans ce réceptacle. C'est le petit ouvrier, le mécanicien qui est là dans un quartier d'Alger. Vous lui amenez une Mercedes qui serait allée aux épaves en Europe qui va vous la réparer. C'est cette ingéniosité où, véritablement, ils peuvent trouver des solutions là où les gens pensent que c'est tout à fait impossible et qu'ils démontrent que cela est possible sans avoir fait une grande école, sans avoir jamais été dans un amphithéâtre et qui sont aujourd'hui ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques, qui ont cette capacité de comprendre, cette capacité de faire, ce savoir-faire, cette maîtrise, cette volonté d'apprendre et de progresser. L'un des enjeux également sur lesquels il faut, c'est la question de l'éducation. L'éducation au sens le plus large. Ce n'est pas seulement l'éducation classique, traditionnelle telle que nous l'avons conçue. Moi, je suis un pur produit de la francophonie en tant que telle. Grande école, j'ai fait les mêmes trucs que Jean-Paul Sartre, que Léopold Sédar Senghor, que Pompidou, Hippocagne, Cagne, tout. Bon, voilà, au bout du compte, si vous ne vous reformatez pas et que vous ne remettez pas en question, vous devenez un intellectuel comme ça qui plane, qui n'a aucune prise, aucun impact sur sa société et sur son évolution. Donc également, l'éducation, c'est la formation professionnelle. C'est donner des capacités. Ce n'est pas seulement la quête du diplôme. Vous, ici, vous avez besoin de diplôme parce que vous êtes dans un système qui l'exige. Mais au-delà du diplôme, c'est la capacité de faire l'expérience, mettre la main à la pâte, mettre la main dans le cambouis. Là, c'est que je suis, moi, je touche à tout, sauf à l'électricité. Je sais faire la plomberie, je sais faire le carrelage, je fais tout ça. J'ai été ouvrier spécialisé en verrerie quand j'étais en France, à Boussois-Chusson-Nouvelle, qui est devenu Gervais Galadon, pour pouvoir mettre les deux bouts et financer mes études. Pendant 3 mois, je le faisais avec le système des 3-8. Je faisais midi 20h 2 fois, 20h 4h du matin 2 fois, 4h du matin midi 2 fois, un jour de repos et je recommençais. Et c'est ça dont l'Afrique a besoin. Également, je pense que du point de vue de la santé, aujourd'hui, l'Afrique démontre sa capacité. Il y a eu la Covid, cette capacité de résilience, des pays qui sont allés se barricader, etc. D'autres pays qui, comme l'Algérie, ne l'ont pas accepté et ont été en moins de 2, 3, 4 semaines réactifs et pris les choses en main avec nos solutions propres. Parce qu'également, nous sommes dans un monde où on inocule, de la même manière qu'on inocule au niveau des consciences, au niveau des médias, dans notre subconscient, dans notre inconscient, un certain nombre de principes, un certain nombre de réalités, un certain nombre de croyances. De la même manière, du point de vue de la santé et dans d'autres domaines, on injecte de temps à autre parce que la société capitaliste, la société occidentale, de manière générale, a besoin, à des moments déterminés, de créer des crises et de surfer sur ces vagues-là. Donc, il faut que nous en ayons conscience. Également, je pense qu'il faudrait qu'on soit conscient qu'il faut prendre en compte que les médias sont la première denrée de consommation. Vous avez pris le petit déjeuner, vous prendrez le repas de midi, mais on consomme les médias à longueur d'année, à longueur de journée. Quand on est dans sa voiture, entre la radio, les journaux, quand on est sur le smartphone, beaucoup l'ont actuellement d'ailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est la première consommation, c'est la première denrée. Quand c'est une première denrée comme ça, il faut avoir une vision stratégique. Une vision stratégique à la fois nationale, mais également coordonnée et panafricaine. Il faut avoir des ambitions. Les médias peuvent être des instruments, des leviers de croissance et de développement. Donc, il faut véritablement, de ce point de vue, avoir une démarche, avoir des méthodologies claires. Il faut définir des ambitions à un horizon déterminé. Il faut qu'on se dise, si on se disait, d'ici 2030, lorsqu'on parlera de médias en Afrique, on citera un grand groupe, 1, 2 ou 10 médias africains qui sont incontournables sur l'échiquier mondial. Cela est possible. C'est une question de vision, c'est une question de volonté. Et là, on a ce qu'on peut appeler les bourgeons qui sont en train d'être semés. Vous avez le projet Ifriqiya. Ifriqiya doit aller au-delà de l'Algérie. De la même manière qu'à l'époque, il y avait Africa numéro 1, qui était d'ailleurs de façon différente. Ce n'était pas la même conception, ce n'était pas la même démarche.
Elle était panafricaine, bon, avec quelques correspondants, etc. Mais là, la démarche est différente. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont ici sur place, dans une équipe qui se veut panafricaine. Ifriqiya peut être une radio, une télé, un site web, des applications, etc., 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 être un véritable média digital, un véritable média numérique. Cela est possible, c'est l'engagement de l'Algérie, mais c'est également l'engagement de tous les autres Africains qui croient au panafricanisme, qui croient qu'il est important aujourd'hui que nous ayons nos propres narratifs, que nous ayons notre propre voix, que nous racontions notre culture, notre éducation, notre santé, notre sport, tous les compartiments de notre vie quotidienne. Et donc ce bourgeon, il faut le faire essaimer, il faut le faire grandir. Et donc, il nous faut absolument un certain nombre d'outils pour pouvoir l'accélérer, pour pouvoir le solidifier, pour pouvoir le consolider dans un horizon très déterminé. C'est ça le défi africain. Le véritable défi africain passera par les communications et les médias. Parce que c'est un secteur qui est transversal, c'est un secteur d'accompagnement. Aucune politique publique ne peut réussir sans l'accompagnement des médias. Aucune intégration africaine ne se fera sans l'intégration et l'implication des médias, qui doivent en être une composante essentielle. Et les médias, ce n'est pas seulement une question culturelle comme cela. Il y a des enjeux économiques extrêmement forts autour des médias. Et ces enjeux économiques, aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à l'industrie culturelle. L'industrie du jouet n'est pas neutre. On peut, avec l'Afrique, ce qu'on compte en termes de pays, en termes de costumes, en termes de tradition, en termes de sites historiques, etc., etc., créer des jeux, avoir des industries culturelles, avoir des choses qui se développent. Si on prend rien que l'histoire de la mode aujourd'hui en Afrique, l'Afrique peut être un pourvoyeur mondial. Aujourd'hui, elle inspire d'ailleurs beaucoup de pays. Donc, je pense que toutes ces choses-là sont des choses qui sont extrêmement importantes et qu'il faut effectivement que nous puissions donc nous y arriver. Prenons le cas particulier de l'Algérie. L'Algérie, un pays, comment dire, émergent, ne peut pas être fort dans tout. Mais l'émergence, et je l'ai donné l'exemple de l'Allemagne, aujourd'hui autour de l'industrie automobile, doit avoir quelques piliers sur lesquels il repose et qui en font un champion régional, un champion international. Au niveau de l'industrie, l'Algérie a une carte fondamentale à jouer. Non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais dans d'autres domaines. Et quand je dis d'industrie, même en accolant un peu tout ce qui est bâtiments, travaux publics. Au niveau de l'agriculture, l'Algérie a une très grande carte à jouer. Au niveau des services également. Et dans les services, il y a les médias, il y a le tourisme, il y a la formation, il y a les transports. Et ce pays doit être connu davantage, doit être de la même manière que des pays comme le Kenya, que des pays comme le Brésil ou autres qui attirent des centaines, des milliers, pour ne pas dire des millions de touristes. Ce pays a la capacité, par sa diversité, par son étendue, par ses traditions, par son humanité, par son humanisme, par sa chaleur d'accueil, être véritablement une destination de choix, pas seulement pour les Africains, pour l'ensemble du monde. Donc, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés en tant que gens de médias, en tant que gens de communication, pour inverser la tendance, pour raconter nos propres histoires, pour ne plus être, j'allais dire, au bot et au service d'agences qui ont leurs propres préoccupations, qui ont leurs propres schémas, qui ont leurs propres stratégies. Il nous faut avoir cette stratégie panafricaine. Et dans toute stratégie, il faut qu'il y ait des locomotives, il faut qu'il y ait un moteur, il faut que toutes ces richesses, que les hydrocarbures soient une sorte de carburant de l'émergence. Mais de ce carburant de l'émergence, il faut qu'il y ait un pilote à bord. Aujourd'hui, vous prenez la carte de l'Afrique de manière objective, sans subjectivité. Pas parce que moi, je suis un indépendant, je suis un électron libre, je dis ce que je pense tel que je le pense. Pas parce que je suis dans ce pays que je le dis. Mais prenez aujourd'hui la map monde, prenez l'Afrique. Où est le leadership africain aujourd'hui ? Quel est le chef d'État africain qui, aujourd'hui, fait des choses pour le continent et pèse sur la scène internationale? Que lorsqu'il y a des choses qui se passent, lorsqu'il tape sur la table, on en tient compte. L'Algérie l'a fait pour la CEDEAO, la question du Niger, en interdisant le survol de son territoire. L'Algérie a pris des positions équilibrées, justes, diplomatiques certes, mais extrêmement fermes, qui ont fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu le désastre au Niger, c'est parce que le président Tebboune a pris ses responsabilités à temps et dans le bon sens. L'Algérie doit continuer effectivement à jouer ce rôle de locomotive, avec Ifriqiya qui doit être véritablement un projet panafricain, qui soit monté partout, supporté par tous les Africains. Il ne faut pas avoir ce que j'appelle le complexe de la timidité. Un leadership, il s'assume. Ce que l'Algérie est en train de faire en Tanzanie, en Ouganda, au Mali, au Burkina, au Niger, dans d'autres pays africains, il faut que cela soit connu.
également, puisqu'on est ici dans un milieu étudiant, vous êtes défavorisés. Je ne vois pas, en dehors de l'Algérie, je ne connais pas un pays où, pour les étudiants, le transport est quasiment gratuit, où les gens sont boursiers, ils sont logés, ils sont nourris, etc., etc. Si on le faisait savoir aujourd'hui un peu partout en Afrique, je pense qu'il y aurait beaucoup de grèves d'étudiants qui diraient « nous, on veut être comme les Algériens ». Donc, c'est une incitation au travail, une incitation à l'effort. Il ne faut pas céder à la facilité. La vie est un cheminement dur, tortueux, avec ses hauts et ses bas. Mais l'avenir, vous les 77% de 35 ans et moi, c'est à vous de prendre en charge cette responsabilité. Cette responsabilité, elle est nationale, elle est panafricaine, elle est internationale. C'est à cela que je vous invite, en vous disant tout l'honneur que j'ai eu d'être aujourd'hui parmi vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Maktar Sylla, pour toutes ces explications, pour ce tour d'horizon. Merci pour tous ces éclairages. Quand vous avez parlé de coton, nous avons également pensé peut-être à l'uranium du Niger, alors du Mali au colbat. Si l'Afrique n'écrit pas sa propre histoire, d'autres le feront à sa place, et le feront de quelle manière? Voilà. Donc c'est à nous tous aujourd'hui d'écrire l'histoire de notre continent, de se serrer les mains pour bâtir une Afrique indépendante, une Afrique forte, une Afrique émancipée.